cette zone de trading, cette zone peut-être un peu d'incertitude désormais. On manque un peu de dynamique pour aller beaucoup plus haut. Jean-François, les tendances du rallye Trump qui s'estompent un petit peu aujourd'hui, on le voit sur le dollar, on le voit sur les taux, les marchés actions là qui évoluent sans forte direction aujourd'hui. Est-ce qu'on rentre dans une phase un peu différente là, près de 15 jours après l'élection de Donald Trump aux États-Unis? Oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison. On a ce rallye Trump qui a été joué par les marchés, parce qu'il faut se rappeler qu'ils étaient un petit peu pris à contre-pied. Ouais. Les marchés financiers, la bourse, c'est plus un film qu'une photo à un instant T. Et là, le film, c'était plutôt une continuité de la politique Obama, Clinton, avec une certaine visibilité, une certaine inertie. Et l'arrivée de Trump au pouvoir vient rebattre complètement les cartes. On a des thématiques qui ont vraiment été exacerbées avec la lecture, je rappelle les 4 grands éléments qui ont été mis en avant par Trump pendant sa campagne. C'est une croissance avec la baisse des impôts, donc politique assez expansionniste, baisse des impôts, dépenses des infrastructures, donc dépenses budgétaires, du protectionnisme, l'Amérique d'abord, ce qui veut dire que par ricochet, c'est plutôt inflationniste, parce que si vous protégez, vous avez plutôt tendance à faire appel aux travailleurs américains et moins aux travailleurs étrangers, et puis une déréglementation financière favorable aux banques. Et on se retrouve avec ces 4 éléments qui ont soutenu la bourse, qui sont venus exacerber en fait des niveaux de marché. Je rappelle que sur le 10 ans américain, c'est vraiment le taux directeur, c'est vraiment le mouvement directeur qui est à retenir. On est passé de 1,70 à 2,30 sur le 10 ans. On avait en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2,25. On avait anticipé cette hausse des taux et qui, selon nous, a été niveau qui a été dépassé. Le dollar, on a atteint un pic au plus haut depuis 13 ans sur un panier de marché, et même contre l'euro. L'euro est à 1,06, donc on a vraiment touché des niveaux historiques sur les devises. Inversement, les valeurs refuges type or ou matières premières ont plus tendance à baisser, puisque qui dit hausse du dollar, on n'a plus besoin vraiment de ces valeurs refuges, en liaison aussi avec ce qu'on a vu sur les taux. Et puis sur les actions, ça a été mis en avant tout de suite des banques. Je crois qu'une des plus fortes performances le jour de l'élection de Trump, ça va être Deutsche Bank, en se disant tiens, c'est la négociation sur la sanction américaine. Pas plus facile avec Trump au pouvoir. Facile avec Trump au pouvoir. Et donc on s'est retrouvé avec ce mouvement des bancaires qu'on avait évoqué, diversification internationale qu'on avait évoqué, retour des actions qu'on avait évoquées, mais on se retrouve maintenant un petit peu dans la question suivante. Le second souffle, qu'est-ce qu'on fait après ce rallye qui va nécessairement entraîner, on ne peut pas connaître une hausse de ce niveau d'indicateurs comme on vient de le connaître sur les 15 derniers jours depuis l'élection en fait. Donc ce ne serait pas soutenable. On ne peut pas entraîner un krach obligataire ou une hausse très forte du dollar sans effet mécaniquement sur l'économie américaine. Donc on voit bien qu'on arrive un petit peu à la fin de cette euphorie post-élection. Les marchés ont des lunettes roses. Je rappelle que les niveaux de valorisation sur le S&P 500 sont de l'ordre de 17. En moyenne historique, c'est plutôt 14. Donc on est sur des valeurs qui sont déjà très très élevées. Et puis on se rapproche de la fin d'année. C'est-à-dire que on avait évoqué ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, le niveau de début décembre. Décembre, jusque début décembre, tout va bien. On est relativement serein. On va se rapprocher malheureusement du début décembre. Il va falloir faire des choix dans les portefeuilles de fin d'année. Alors pourquoi c'est important début décembre? Parce que déjà aux États-Unis, on a la politique de la Fed. Donc c'est un petit peu, on a acheté la rumeur, il va falloir vendre la nouvelle. C'est-à-dire qu'on a anticipé une hausse des taux. La Fed devant acter, puisque Janet Yellen a dit relativement tôt, ça va aller assez vite. Oui, il va falloir donc profiter de ce mouvement pour du coup prendre ses gains et sans doute revenir sur des niveaux de 2,30 sur le 10 ans, ça nous semble, je le disais, assez intéressant. Inversement, sur les actions, on a des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Il va falloir prendre ses gains et désensibiliser un petit peu les portefeuilles en fin d'année. D'accord, donc en fait, vous êtes en train de nous dire le rallye de fin d'année, c'était maintenant. Là, le mois de décembre, ce sera peut-être plutôt un mois de prise de profit sur les tendances
exacerbée qu'on a vue depuis l'élection de Donald Trump. Exactement. Donc il y a une question de soutenabilité. Ouais. Il y a une question aussi de préparer les portefeuilles 2017. Il y a Rothschild qui disait: je suis devenu milliardaire en revendant toujours trop tôt. Il faut un petit peu savoir prendre ses gains et pouvoir, je dirais, se donner un petit peu de liberté, de liquidité pour pouvoir prendre des positions. Et en Europe, on a aussi des échéances majeures, des échéances. Bien sûr, mais on va y venir. Antoine, on vous retrouve à la Bourse de Paris. C'est vrai que, en tout cas, le début de semaine est assez tranquille. Général Morningstar, juste pour résumer votre message, vous dites on a eu ce rallye Trump qui a exacerbé un certain nombre de tendances. On l'a beaucoup raconté, mais la tendance de remontée des taux, par exemple, elle existait avant l'élection de Donald Trump, mais elle s'est accélérée depuis 10-15 jours maintenant. Vous dites, plus on va approcher de la fin de l'année, plus la tactique de gestion de portefeuille va être d'aller prendre des profits là où on en a accumulé et désensibiliser un peu ces portefeuilles aux différents risques qui vont être devant nous encore. Oui, c'est ça. Et puis quand on regarde la grande rotation, le mouvement je dirais de sortie obligataire, entrée sur les actions, ça s'est fait beaucoup sur les marchés américains, assez peu sur l'Europe. L'Europe reste à la limite un petit peu en retard de ces mouvements qu'on vient d'évoquer. C'était très focalisé sur les États-Unis, c'est normal parce que c'est une élection américaine. J'en veux pour preuve, par exemple, les rentrées sur les ETF. Ça s'est fait beaucoup sur les ETF et moins sur les fonds classiques, ce qui donne un sentiment un petit peu de court-termisme en fait, ce mouvement de grande rotation en Europe. Pour vous donner une idée, on avait parlé, on suit de très près ce retour des investisseurs européens. C'est assez calme et assez timide sur les fonds actifs, mais c'est assez fort sur les ETF. Depuis le début de l'année, on avait à peu près 7 milliards de décollecte sur les actions européennes via des ETF. On a un retour de 3 milliards sur la période récente. Est-ce que ça veut dire que la grande rotation qu'on décrit, oui, elle semble justifiée aux yeux des investisseurs sur la thématique américaine? On a l'impression que le marché est convaincu que oui, il y aura peut-être un peu plus de croissance et un peu plus d'inflation demain si le programme de Donald Trump, le programme économique, est mis en œuvre en partie du moins. Est-ce que l'argument est valable aussi pour l'Europe ou est-ce qu'il y a encore des doutes au sujet de la reflation européenne? Alors aujourd'hui, il y a encore des... Le rebond, par exemple, sur les actions, vous regardez les indices sur un mois, ça n'a pas fait des performances extraordinaires. On est toujours autour des 4500 points sur le CAC. Le rebond s'est fait surtout sur les bancaires. Si vous prenez le top 3-4 de hausse sur le CAC 40 sur un mois, c'est des performances de l'ordre de 15 à 20% sur BNP, Société Générale, AXA, Crédit Agricole en tête. Ouais. Donc c'était très monomaniaque sur les banques avec de fortes déceptions sur beaucoup de valeurs, notamment endettées, type Veolia, ou Unibail, Rodamco. L'autre élément, c'est que les marchés sont relativement sereins sur l'Asie. On repousse les problèmes d'endettement et de croissance par le crédit chinois à 2017, je veux dire dans 6-9 mois. Je rappelle que la hausse du marché immobilier Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, etc., c'est 30% sur un an. Donc ça vous donne une idée. À un moment donné, il va falloir reparler du problème de la bulle. Refroidir un peu la machine. Voilà, de la bulle des subprimes en Chine. Mais pour l'instant, on n'en parle pas encore. Les États-Unis, on vient de passer l'étape élection et les marchés, on le voit bien, sont encore euphoriques, mais l'Europe reste encore un petit peu en retard. Alors, c'est en retard parce qu'il y a des échéances. Au contraire, nous, on a devant nous des échéances électorales fortes. L'Autriche le 4 décembre et le 4 décembre, on a aussi l'Italie, tenez-vous bien. Et donc, on va encore forcément devoir digérer un certain niveau de volatilité. Je parlais du film sur les marchés boursiers. Le film populisme, élection européenne ou élection, on l'a déjà eu. C'est-à-dire qu'on a déjà eu le Brexit, on a déjà eu Trump, on vient d'avoir François Fillon hier, donc on voit qu'il y a des surprises et on voit qu'il y a de la volatilité à attendre. Le point commun, d'une certaine manière, entre le Brexit et Trump, c'est qu'on a des gouvernements, et on voit Theresa May encore aujourd'hui devant le patronat britannique, alors qui essaye de rassurer, qui n'apporte pas sur le fond du dossier et sur le fond de la gestion du Brexit des éléments très précis, mais il y aura un exercice budgétaire très intéressant puisque le ministre des Finances britannique va présenter mercredi, alors ce qui est une mise à jour budgétaire, mais qui sera le premier budget du nouveau gouvernement post-Brexit. Il y a l'idée là aussi d'aller baisser les taxes des entreprises, l'idée de faire peut-être, alors à quel degré, c'est la question, mais un peu de relance, des dépenses d'infrastructure, des dépenses d'innovation également. Donc on retrouve des points de convergence avec ce que propose également Donald Trump. Le fait que nous, ces rendez-vous électoraux soient devant nous, est-ce qu'on aspire également à une politique fiscale, budgétaire plus accommodante, parce qu'on sait que derrière, sinon, c'est
c'est le vote populiste très fortement qui risque de l'emporter chez nous. Entendons-nous bien, quand on parlait de prise de bénéfices et de désensibilisation en décembre, c'est pas un scénario noir sur les actions, puisqu'on a en tête effectivement des relances budgétaires aux États-Unis, des relances en Angleterre, des relances même en Europe. La Commission européenne nous incite. Non, mais c'est à venir chez nous, c'est ça qu'il faut comprendre. 2017, exactement. Mais c'est simplement en termes de timing de faire attention à une fin d'année qui est un petit peu risquée. Deux éléments sur les États-Unis, tout ça c'est de l'anticipation. Oui. Trump, il sera président au mois de janvier, fin janvier. Il va devoir sur les 100 premiers jours sortir, donc être confronté à des actes plutôt que des déclarations. Et donc on va voir justement comment ça se traduit et quel peut être l'impact sur l'économie américaine réellement, plutôt que de juste des déclarations. C'est pour ça qu'on attend post-euphorie quelques hésitations. La deuxième chose, c'est que en Europe, on a des élections justement malheureusement en fin d'année, donc ça va, c'est ce qui nous incite à cette prudence au mois de décembre. On a en fait en Italie en ce moment des spreads qui augmentent beaucoup sur le 10 ans italien. Les écarts de taux, la prime de risque qu'on applique à la dette italienne. Pratiquement de 2%. Et donc, sur les marchés actions italiens, les marchés vont pas bien, on est à moins 25 depuis le début de l'année, et alors même qu'on vient d'évoquer ensemble le bull market pour les banques italiennes sont encore en plein marasme. Un Unicredit, c'est moins 14%. Sur un mois. Je disais que BNP, c'était plus 15%. Et c'est encore en baisse aujourd'hui. Et donc, il va falloir traiter un petit peu ces problèmes qui, en Europe, nous embêtent. Il y a très clairement un sujet italien du point de vue des... Pour anticiper, du point de vue de l'Europe, là aussi un changement de cap économique. Alors, qui est en train de se faire, mais qui se fait sans se dire. C'est vrai qu'il y a eu ces austérités. L'austérité est quand même un peu moins forte. Même la Commission européenne nous dit qu'on revient à quelque chose de plus neutre d'un point de vue budgétaire et fiscal, mais est-ce qu'on peut encore aller au-delà? Est-ce que, alors si on est dans la spéculation, est-ce qu'un Fillon demain à la tête de l'État français avec un programme de réforme un peu radical, un peu structurel pour l'économie française pourrait négocier une sorte de grand marchandage avec une Angela Merkel réélue en fin d'année prochaine et qui, elle, au contraire, pourrait mettre un peu plus de budget et de fiscalité accommodante sur la table? Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est un peu tard, c'est late in the game, un peu tard dans le jeu. Parce que on avait évoqué plusieurs fois ensemble au moment de la dette grecque et de la crise grecque, etc., que face à un discours technocratique européen, MES, FESF, etc., qui est incompréhensible, nous déterrer tous les anagrammes, tous les anagrammes qui sont sortis par la BCE, ça ne veut rien dire pour l'Européen moyen, qui lui voit qu'il y a un problème de consommation, de richesse et de croissance, et même des présidents de la République qui en 2012 élu sur la croissance et maintenant. Donc il faut plus de politique alors. Donc il est bien d'arriver et d'avoir ce type de discours plus budgétaire, mais c'est un petit peu tard. Maintenant, mieux tard que jamais. Il y aura forcément après cet épisode politique, le temps que ça se diffuse, un épisode qui sera budgétaire. Alors on espère que ça sera un peu moins populiste, extrémiste et un peu plus républicain, mais c'est sûr, c'est que les étapes que l'on va vivre en Europe seront plus importantes finalement que les déclarations de Draghi ou de la Commission européenne vis-à-vis de l'électorat. Et ça sera difficile aussi en Italie. Je vous ai ramené le référendum italien. Vous voyez que les Italiens vont se proposer... Il tient quoi, sur quand même une dizaine de lignes, c'est ça là pour ceux qui ne voient pas forcément en télévision. Vous avez un papier imprimé avec la question, alors en italien là. Il vient d'être envoyé aux différents Italiens. Je pense que c'est incompréhensible pour l'italien moyen. C'est des questions qui sont très très techniques et donc tout de suite, on se dit tiens que c'est un petit peu dangereux. Enfin, c'est forcément un référendum qui va plutôt s'orienter vers le non que vers le quand on ne comprend même pas la question en fait. Et Renzi l'a encore dit assez clairement d'ailleurs ce week-end. Si le référendum ne passe pas, il n'imagine pas que le gouvernement politique actuel puisse tenir. Pour lui, le gouvernement tombe automatiquement. Exactement. Donc on a des séquences italiennes, autrichiennes, françaises, allemandes, et les populismes, quoi qu'on en dise, seront présents en France, que ce soit Fillon, Juppé, on aura forcément la question du Front National, et même Angela Merkel aura la question extrême droite avec une montée des populismes. Et ce n'est qu'à l'issue, malheureusement, de ces élections qu'on pourra vraiment entamer une séquence européenne avec sans doute un peu plus de visibilité. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bec qui nous accompagnait en plateau, directeur